Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la MNT. La MNT qui n'est plus à présenter, mais qui est une mutuelle professionnelle solidaire et militante, première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé et en prévoyance avec 1,1 million de personnes protégées et de l'ordre de 18 000 collectivités territoriales accompagnées. Avec deux credos, être utile aux agents tout au long de leur vie et accompagner les collectivités locales. La MNT parraine un cycle de 3 webconférences, dont celle-ci. Les deux suivantes seront sur 2 thèmes complémentaires, mais qui touchent les mêmes sujets, la protection sociale complémentaire et la santé au travail. Celle d'aujourd'hui est consacrée à un lien évident entre management et absentéisme, sous le titre un peu provocateur selon certains de « Absentéisme, le management responsable ». Je profite d'ailleurs de l'occasion pour citer un cahier de l'Observatoire social des territoires qui est paru l'été dernier sur le thème de la santé au travail comme levier d'innovation managériale. Sur cette webconférence plus particulièrement, l'association des DRH des territoires, la NDRH d'été, est partenaire, mais je laisserai son président en dire quelques mots dans quelques instants. Pourquoi ce sujet? Parce que la lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique est une sorte de marronnier dont la presse s'empare régulièrement, mais elle est trop rarement mise en rapport avec le management et la qualité du management. C'est parfois oublié que les managers publics doivent faire face à un enjeu, à plusieurs enjeux, mais à un enjeu particulier qui est celui de rendre un service public efficace et performant sans qu'une recherche systématique de la performance et la mise en place d'outils au service d'objectifs essentiellement quantitatifs ne les écartent de leur véritable mission. C'est oublier aussi que pour de nombreux agents sont de plus en plus perdus face à des objectifs parfois difficiles à atteindre, devant répondre à une demande sociale croissante et connaissent une perte de repères. En s'appuyant sur un panorama de l'absentéisme des politiques de prévention, en tirant les enseignements du bilan des absences pour raisons de santé, nous tenterons avec Pierre Souchon, qui est un observateur privilégié des collectivités et de leur personnel, mais je vous présenterai plus longuement après, nous tenterons de mettre en lumière l'impact du management sur la santé des collaborateurs, et nous tenterons de proposer des pistes et des solutions grâce à l'expérience d'un DRH, Patrick Corrier en l'occurrence, en répondant notamment à différentes questions. Je ne fais qu'en citer certaines. Comment accompagner un manager lorsque l'absentéisme de son secteur augmente? Quel lien unissent absentéisme et qualité de vie au travail? Et d'autres plus iconoclastes, comme l'absentéisme est-il plus grave que le manque de productivité? Mais ne déflorons pas la présentation et l'intervention de Patrick Corrier, deux intervenants que je m'empresse de présenter plus longuement. Pierre Souchon, vous êtes responsable des activités de service chez Sofaxis, qui est un cabinet de courtage, filiale du groupe CHAM, spécialisé dans l'assurance statutaire employeur des agents territoriaux et hospitaliers. Et vous vous assurez notamment la publication des études statistiques de Sofaxis sur les absences pour raisons de santé. Vous dirigez par ailleurs les activités de conseil de Neria, le cabinet de conseil du groupe CHAM, où vous y avez développé une expertise en santé au travail et en performance des organisations. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous accompagnez des collectivités, des hôpitaux, l'État de temps en temps peut-être, je ne sais pas, et des organismes de logement social ou de protection sociale. Patrick Corrier, vous avez alterné des postes de direction opérationnelle et fonctionnelle depuis 25 ans, principalement sur des postes d'éducation et RH. Vous êtes diplômé en économie monétaire et financière et en économétrie à Rennes. Et depuis 2014, vous êtes directeur du département ressources humaines de la ville de Nantes, du CCAS de Nantes et de la métropole. Au total, 7 600 agents titulaires. Vous êtes par ailleurs président de l'association des directeurs des ressources humaines et des territoires depuis janvier 2018. Le premier congrès a eu il y a une quinzaine de jours. Le premier congrès pendant votre présidence a eu lieu il y a 15 jours à Nantes. Et cette association concourt, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les articles de presse, concourt à la réflexion sur les enjeux managériaux et RH. Peut-être l'occasion de dire quelques mots sur l'association. Merci Hugues. Sur l'association, très rapidement, elle regroupe 180 membres et adhérents actifs, tous DRH. Le seuil d'entrée, si je peux le dire comme ça, c'est les collectivités d'au moins 10 000 habitants, mais ce qui permet d'avoir un grand nombre d'échanges de différentes strates, de différents services ou directions. Et voilà. Et donc le colloque, une fois par an, se réunit. C'est le cas la semaine dernière, avec des propositions, des réflexions, et qui sont tout au fil de l'année, font des études, des benchmarks entre collectivités pour permettre d'échanger. Voilà pour l'association. Et donc, si vous voulez plus d'informations, il y a le site, évidemment, à NDRH d'été.
C'est mieux en le disant. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront évidemment tout leur possible pour y répondre, soit pendant, soit à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant peut-être par vous, Pierre Souchon, sur une première partie qui est une sorte de panorama des absences pour raison de santé, qui est le résultat d'une enquête que vous faites, je crois, chaque année, une étude Sofaxis qui a été, la dernière étant publiée en juin 2018. Merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour Hugues. Effectivement, chaque année, Sofaxis publie des notes de conjoncture pour essayer de comprendre de quoi l'on parle lorsqu'on parle d'absence pour raison de santé et essayer d'identifier des leviers d'action, en tout cas des manières de comprendre ce qui se joue. Et ça fait cette année bientôt 20 ans que nous publions au printemps, à l'automne, nos notes, notamment sur le secteur territorial. Et au mois de juin, nous avons publié la dernière étude qui dresse un état des lieux des absences pour raison de santé dans le secteur territorial, sur un échantillon qu'on suit tous les ans de 450 000 agents titulaires dont on suit les dynamiques d'absence. On a publié ces chiffres-là et en quelques mots, en quelques idées clés, que constate-t-on en 2017 sur les absences dans la fonction publique? On voit qu'on est sur des niveaux d'absence qui sont en légère croissance, globalement stable depuis entre 2016 et 2017, une petite progression de 3% sur l'année, mais qui cache en fait une progression beaucoup plus importante, puisque depuis 10 ans, les absences pour raison de santé ont augmenté d'un tiers sur la population qu'on suit. Donc c'est une progression qui est importante au global sur le taux d'absentéisme. On voit, mais ce n'est pas un scoop, pas un mystère, que l'essentiel des absences, c'est la maladie ordinaire qui le porte. On retrouve derrière les congés longue maladie, longue durée, ce qui n'est pas neutre, puisque c'est la poursuite de la maladie ordinaire. Donc l'ensemble du phénomène de maladie à travers ces différentes appréciations statutaires présente 49 plus 31% d'absence. Et on retrouve, dans une moindre mesure, l'accident du travail et à part, mais qu'on cite toujours, puisque c'est un mode d'absence statutaire au sens de la responsabilité de l'employeur et des coûts que cela engendre, les congés maternité. Donc le chiffre, 9,8% en 2017 d'absence, hors maternité, 9,2% dans la territoriale. Ce qui veut dire très schématiquement que sur 100 agents titulaires territoriaux employés, il y en a un petit peu moins de 10, entre 9 et 10, qui seraient absents tout au long de l'année pour des enjeux de santé sur chacun des motifs statutaires. Donc ce qui représente un enjeu, notamment aujourd'hui, dans ces périodes de transformation extrêmement importantes du secteur territorial, du monde territorial, eh bien un enjeu extrêmement fort et un enjeu de performance, parce que je pense qu'on sera amené à revenir dessus. Si on rentre dans le détail sur les quelques indicateurs clés à retenir de ce qui construit ce niveau d'absence, on voit, si on regarde le nombre d'arrêts, le nombre d'événements qui surviennent, on peut peut-être revenir sur le graphe précédent, juste un instant, la page précédente, voilà, sur les durées moyennes d'arrêt, on voit que globalement, ces 9,8%, ça représente des niveaux d'absence, des durées d'absence moyennes de 38 jours par agent absent, qui se décomposent de manière très diverse, puisque vous voyez, en maladie ordinaire, les arrêts durent 22 jours. Par contre, en longue maladie longue durée, on est sur des arrêts qui sont beaucoup moins fréquents et qui représentent des durées d'arrêt beaucoup plus longues. Si on va dans le détail, effectivement, de ces indicateurs-là, on peut passer à la planche suivante. Si on regarde la proportion d'agents absents, c'est-à-dire l'indicateur qui mesure la part d'agents qui, dans l'année, ont eu au moins une absence pour raison de santé. On voit qu'on est sur un chiffre de 45%, c'est-à-dire que sur 100 agents, on en a un petit peu moins d'un sur deux qui s'est arrêté pour une problématique de santé. Ce qui veut dire qu'on a un peu plus d'un sur deux qui ne s'est jamais arrêté dans l'année pour des problématiques d'absence. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi. On voit que par contre, on est sur des niveaux d'implication qui sont extrêmement variés, puisque la maladie ordinaire, c'est 3/4 des agents qui constatent une absence en maladie ordinaire. On est sur des chiffres beaucoup moindres sur les autres natures d'arrêt. Si on regarde la fréquence, donc là, le nombre d'arrêts, on voit que là, on a 72 arrêts pour 100 agents employés, donc une fréquence qui est assez élevée, mais pour autant qui là aussi est très variée selon qu'on s'intéresse à la maladie ordinaire ou aux autres natures d'arrêt. Donc, ce qu'il faut retenir comme idée, c'est qu'on est sur une progression des absences
sur le temps long, 2007-2017, qui est plutôt une progression importante, un tiers d'arrêt, de durée d'arrêt en plus, mais on est sur un palier 2016-2017, 3%, on l'espère, arriver à un niveau stable. Et la croissance qu'on a vue ces dernières années peut-être tendance à se ralentir aujourd'hui. Sur cette partie statistique, il y a déjà deux questions qui nous arrivent. La première est de savoir si les statistiques sur l'absence concernent tous les agents, y compris les contractuels. Non, ce sont les CNRACL, absolument. D'accord, donc CNRACL. Et la deuxième question est sur, vous parlez de 38 jours d'absence en moyenne, mais quelle catégorie d'agents, demande l'internaute? Alors, c'est une bonne question, effectivement. On voit qu'on les internautes posent des bonnes questions. On voit qu'on a que les absences sont extrêmement marquées par la nature des métiers. Donc là, on est sur tous les métiers confondus, l'ensemble des populations, mais on sait qu'on a un impact qui est soit des natures de métiers, on a des métiers plus accidentogènes ou qui sont plus propices à des natures d'arrêt que d'autres. On sait qu'on a un impact de l'âge aussi sur la durée des arrêts. On a un impact de l'âge, pour faire très, très schématique, qui est que quand on est en première partie de carrière, on a plutôt tendance à s'arrêter fréquemment. On est en proportion nombreux à s'arrêter, mais pour des petits arrêts. C'est plutôt ce qui caractérise les débuts de carrière. En fin de carrière, deuxième partie de carrière, on n'est pas nombreux à s'arrêter. On ne s'arrête pas souvent, mais par contre, on est sur des durées d'arrêt qui sont beaucoup plus longues. Voilà. Donc, on a un effet âge qui va dans ce sens-là. Alors, si on dépasse la partie purement statistique et qu'on rentre un peu plus dans l'analyse, si vous en êtes d'accord, quels sont les liens et les corrélations qu'on peut faire en gros entre absentéisme et qualité de la vie et évidemment en traitant également du climat social? Alors ça, c'est la vraie question qu'ont légitimement tous les employeurs se posent et qu'on se pose, nous, à la lecture des chiffres, puisque lorsque l'on lit des statistiques d'absence, on voit des chiffres qui évoluent, qui montent, qui descendent, mais on sait bien que ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et on a essayé, et c'est quelques enseignements qu'on va voir là, de croiser deux natures d'informations dont on dispose. D'une part, les statistiques d'absence qu'on a vues, puis d'autre part, les enquêtes de climat social que l'on réalise également en collectivité. Et nos statisticiens ont monté un modèle pour aller regarder s'il y a des corrélations entre des dynamiques d'absence et ce que nous disent les agents territoriaux de leurs conditions de travail, de leur appréciation du climat social et notamment de la perception du management en collectivité. Donc là, le tableau qui est un petit peu abrupt, mais qui donne des éléments, l'idée, c'est d'aller croiser les indicateurs d'absence, qu'on a vu tout à l'heure, la proportion d'agents absents, le nombre d'arrêts constatés, la durée des arrêts, et au fil des enquêtes, eh bien, lorsqu'on interroge les agents sur comment ils perçoivent leurs conditions de travail, lorsqu'on croise tout cela, on voit qu'il y a des corrélations extrêmement fortes qui apparaissent entre les exigences émotionnelles, on le voit sur la première ligne, et puis la proportion d'agents absents. On voit que c'est un phénomène directeur lorsque l'on a ces enjeux sur la ligne suivante, de peur au travail, de crainte, d'incompréhension, de manque d'accompagnement, de manque de soutien. Eh bien, on voit que les agents qui nous expriment ça dans leurs enquêtes sont aussi ceux qui, derrière, eh bien, sont plus nombreux à être absents, plus fréquemment ou plus longtemps. Ça, si je me permets de vous interrompre, il y a une question qui avait été posée sur les réseaux sociaux quand on a lancé cette webconférence, où des gens nous demandaient, en gros, quelle différence on pouvait faire entre une politique de santé et une politique de qualité de vie au travail. Est-ce que c'est pas un petit peu ça? C'est-à-dire que la santé, c'est pas que la maladie, enfin, c'est pas que la maladie au travail. Mais comment est-ce qu'on peut dissocier, enfin, comparer l'une à l'autre? L'idée générale, effectivement, c'était d'aller investiguer ce que l'on ressent tous en tant que manager et en tant qu'employeur en collectivité ou ailleurs, c'est que les agents qui se sentent investis, écoutés, soutenus, qui comprennent le sens du projet qu'on leur donne, eh bien, sont ceux qui développent aussi, on parle plus d'arrêt en maladie ordinaire, mais moins d'absence que d'autres, ou qui ont des durées d'arrêt moins importantes que d'autres. Et cette idée qu'on partage, est-ce que les chiffres nous donnent raison là-dessus? Est-ce qu'au-delà de la perception, c'est une réalité? C'est ce qu'on est allé chercher. Et quand on s'intéresse en fait à la qualité de vie au travail, et quand on prend les définitions les plus orthodoxes de la qualité du travail, effectivement, on voit qu'on va directement, c'est bien au-delà d'une politique de santé, puisqu'on va s'intéresser à la qualité du management, du dialogue social. On va aussi parler des enjeux de prévention des risques professionnels, mais on va bien au-delà, on le verra tout à l'heure. Oui, en fait, c'est éviter les maladies à venir aussi. Absolument, c'est ça, c'est éviter les maladies conditions pour que... Ou faire que l'absence ne soit pas... On sait qu'il y a une part d'absence qui peut être une fuite sur des situations que l'on vit au travail, ou faire en sorte que lorsque
on est en doute, lorsqu'on n'est pas très bien, est-ce qu'on va plutôt travailler, est-ce qu'on a un sens de cohésion, de soutien des collègues ou pas. Et c'est ce qu'on voit donc, sur ce tableau-là. On voit de la même manière que donc la peur au travail, c'est un phénomène qui est intéressant puisque la peur au travail, l'angoisse de l'avenir, la perception des transformations était, il y a encore 5 ans, plutôt dans les enquêtes qu'on réalisait, un facteur de ressources, comme on dit, plutôt quelque chose qui était un point fort des agents territoriaux qui disaient, ben, moi j'ai confiance dans l'avenir, j'ai confiance dans ma collectivité. Et c'est un indicateur qui a beaucoup chuté avec toutes les réformes qui sont en cours. Ben, c'est passé plutôt d'un point fort à un point de tension aujourd'hui. Toutes catégories confondues. Aujourd'hui, la réforme territoriale, elle touche vraiment beaucoup de monde et toute catégorie d'agents confondus. On voit que c'est un indicateur qui s'effondre plutôt et que cette confiance n'est plus là. On le retrouve mais aussi dans les tensions au sein des équipes. La clarté des consignes, la clarté de la mission qu'on donne aux agents, là aussi à tous les niveaux, la qualité de la communication, l'agencement de la journée de travail avec l'interruption des tâches, la perception des perspectives d'emploi, on l'évoquait qu'on a. On voit dans le soutien à la reconnaissance, l'autonomie dont on dispose, on voit qu'en passant en revue ces différents champs, on traverse beaucoup des compétences du management. En fait. Et là, donc, pour répondre et faire un écho au sujet de la conférence, y a-t-il, au-delà des chiffres, un lien qu'on peut mesurer, ou en tout cas perceptible, entre le management, la responsabilité du management et les dynamiques d'absence? Les études sur des grandes populations, des grandes cohortes d'agents montrent qu'effectivement, derrière l'aléa d'absence, eh bien, il y a des lignes de force qui traversent les populations et des leviers d'action certainement qu'on peut identifier. Je posais la question sur les catégories parce qu'il y a une question qui nous est venue sur le fait que, en termes d'absentéisme, le sentiment, c'était un ressenti sans doute dans sa collectivité, que l'encadrement intermédiaire était à une place particulièrement difficile, c'est-à-dire puisque vous parliez de sens, de vision, d'objectifs, etc., qui était coincé parfois entre une hiérarchie qui ne voyait pas forcément, ne donnait pas des consignes très très claires, et puis des agents qui, eux, se posaient beaucoup de questions. Et est-ce qu'on le ressent dans l'étude? Ou est-ce que c'est trop On ressent dans l'étude, si on le ressent dans l'étude, et on voit qu'effectivement, lorsque l'on fait des enquêtes de climat social et qu'on va identifier population par population leurs préoccupations, le management intermédiaire, le management de proximité exprime des enjeux particuliers. Et quand on dit le management responsable, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais responsable de différentes choses, il est aussi en soi un objet d'enjeu et de problématiques particulières d'absence, tout à fait. Voilà, donc voilà, l'idée c'était de dire, pour investiguer encore davantage et plus loin que les chiffres, eh bien, comment est-ce qu'on peut creuser? Y a-t-il des liens? Et effectivement, ces liens existent. Alors, la règle, c'est qu'on vous pose nous aussi des questions. Donc, il y a une question qu'on pose à vous, internautes. Vous répondez par oui ou par non. Je reformule la question qui apparaît sur votre écran. Existe-t-il une politique d'amélioration de la QET dans votre collectivité? Vous répondez par oui ou par non. Et nous verrons, nous vous donnerons les résultats et éventuellement nous les partagerons et nous les commenterons. On attend la réponse. On attend la réponse. Très bien. Alors, au-delà de ces éléments-là, on le voit, et si on investigue les différents champs, alors on évoquait la qualité de vie au travail, et c'est un concept qui mérite d'être visité, puisque tel que le définit notamment l'ANACT, ça va très loin sur un grand nombre de composantes, on les verra à l'écran, et on voit que le management est très présent sur beaucoup d'entre elles. Donc le management est vraiment au cœur de la qualité de vie au travail, et on l'évoquait sur les absences du management sont en soi un sujet d'étude particulier. Les absences du management, un sujet d'étude, on sait aussi que le management a comme enjeu d'être présent, absence et présence aux côtés de ses agents. Aujourd'hui, on a des systèmes qui se transforment, notamment dans les grandes organisations, où le management, lorsqu'il est trop accaparé par des réunions, par un système de gestion et un outil de pilotage extrêmement important, eh bien, en étant absent de la proximité du terrain, eh bien, ne joue pas, n'est plus en capacité de jouer son rôle de manager et d'animateur d'équipe, et là devient effectivement un facteur, en tout cas de non-régulation des absences. Alors, le management responsable, le titre m'a beaucoup plu parce qu'on peut le lire de différentes manières. Le management responsable au sens de management qui endosse une responsabilité de pilotage, d'éthique, de valeur et d'un rôle qui accompagne et qui encadre son équipe. Mais c'est aussi le management, si on lit d'une certaine manière, que l'on tiendrait pour responsable
des absences des personnes, c'est aussi le manager qui est responsable de la mise en œuvre des solutions et qui est, il peut être tout autant cause que solution aux difficultés qu'on rencontre. Donc vraiment, mais là pour peut-être passer la parole ou introduire les points suivants, le management, les chiffres, les études le montrent, investir dans la qualité du management nous paraît être un enjeu extrêmement important, surtout dans ces périodes de transformation aujourd'hui où il y a des collectivités de complexité, de taille, des formes d'organisation nouvelles qui émergent. Et donc vraiment, le management est vraiment au cœur des différentes études. Nous avons les résultats de la question que nous avons posée aux internautes. Bon, elle va être... il y a 51% de oui et 49% de non. Donc voilà, je ne sais pas si ça apporte un commentaire particulier. Bon, la question était assez large, mais est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous pensez que c'est une prise de conscience qui devrait être un peu plus avancée? Est-ce que si on fait un parallèle avec d'autres démarches qui ont eu lieu, mais là, je passerai la parole derrière volontiers, on a pu constater que des démarches réglementaires ou en prévention des risques ou en management des risques plus anciennes que le document unique se sont déployées sur des périodes extrêmement longues. On est sur un texte qui est de 2001. On a encore aujourd'hui des employeurs qui se mettent à faire leur document unique. C'est quelque chose qui a été très long. Sur un concept qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même beaucoup plus récent dans le paysage que la qualité de vie au travail, qui va au-delà de l'enjeu des risques psychosociaux également, avoir une population qui exprime, dans la moitié des cas, avoir une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, je trouve que c'est plutôt un bon chiffre. Plutôt un chiffre qui est intéressant. Pas de réaction particulière, Patrick? Si, je veux juste dire que ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années qu'on parle QVT dans les collectivités, que je trouve 51-49 en tant que DRH un peu faible. On peut s'attendre effectivement avec le nombre de colloques, le nombre de réflexions, le nombre de directions qui faudrait sur les RPS et d'arriver à 51-49, on voit que c'est loin d'être aussi... Il y a encore du travail. Il y a du travail et surtout on voit que ça n'a pas de fin. Ouais. Donc, du coup, c'est comme le management, une fois qu'on a atteint une étape, et il y en a 15 devant. Et puis, une fois qu'on a atteint la 15e, et ben, on ouvre une nouvelle tranche à suivre. Donc, c'est pour ça que on peut dire que ce n'est pas tout à fait bon, puisque depuis 10 ans qu'on en parle, mais à la fin, est-ce qu'on pouvait avoir 100%? Ça n'aurait pas de sens. Alors, deux questions par rapport à votre intervention, directe ou indirecte d'ailleurs, à laquelle vous pouvez répondre tous les deux. Quelqu'un nous dit, d'après mon expérience, la question qu'on devrait se poser est plutôt à partir de quel taux d'absentéisme doit-on s'interroger sur la responsabilité du management? Vaste question. Est-ce que la réponse est par un taux? Enfin, la réponse, le pilotage par le taux, on voit que c'est effectivement intéressant pour avoir une vision globale des choses. Après, on en touche vite les limites. Et puis, on a des natures d'absence des natures d'absence individuelles qui dépassent la question du taux. C'est que ce qui fait souvent, pas tout le temps, mais souvent le gros du taux d'absentéisme, ce sont quelques agents qui ont des difficultés de santé importantes qui s'arrêtent toute l'année durant, pour lesquels il y a des problématiques de reclassement, de retour à l'emploi, de maintien dans l'emploi, et les restrictions budgétaires font que c'est d'autant plus exigeant de conduire ce retour à l'emploi. Donc, en fait, quand on investigue sur les niveaux d'absence, la nature du taux, la vision globale du taux s'efface très vite au profit de traitement de situations individuelles où on peut avoir des cas particuliers. Donc, piloté par le taux, c'est intéressant pour une vision, mais là, je pense que le DRH qui est à mes côtés et diplômé en économétrie saura répondre. C'est intéressant pour le coût que ça représente pour l'employeur. Le statut est ainsi fait qu'il y a un coût extrêmement important qui est porté par l'employeur. On pourrait aller plus loin, mais sans forcément engager le débat, parce que là, ce n'est pas 20 minutes ou une heure qu'il nous faut, mais c'est beaucoup plus. C'est quel est le vrai coût des absences. Et on sait qu'au-delà du coût des indemnités journalières, des frais médicaux qu'on a dans le cadre de l'accident de travail, on a le coût qui est équivalent, si ce n'est bien supérieur, que les coûts induits, générés de manière indirecte sur le fonctionnement et la performance de la collectivité. On sait que dans certaines situations, le coût, que ce soit sur l'usager, sur le fonctionnement, sur la performance, est bien supérieur au simple coût direct supporté par l'employeur. Deux autres questions dont je voulais vous faire part. Enfin, une qui est plus une précision à la réponse au sondage que
que nous donnent certains internautes, nous précisons toutefois que pas de politique en QVT ne signifie pas que la qualité de vie n'est pas prise en compte, mais il n'y a pas de politique spécifique visant à améliorer. On traite les problèmes au fur et à mesure des constats. Donc, une chose. Et puis, il y a une question qui peut être posée également à tous les deux, c'est est-ce que, mais on reviendra peut-être là-dessus aussi, mais je pose quand même la question sur est-ce qu'il y a des évaluations des managers en la matière? C'est-à-dire, est-ce que c'est un critère d'évaluation des managers? On l'évoquera peut-être avec Patrick tout à l'heure. Et une autre question, mais qui est plus générale, qui va introduire d'ailleurs un peu votre intervention, c'est qu'appelle-t-on un management responsable? C'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de webconférences. Et avant de passer la parole, Patrick, une toute dernière intervention qui est la suivante. Est-ce que vous avez senti une évolution du mal-être au travail, disons, de l'absentéisme, dû à la multiplication des réorganisations, fusions, mutualisations, dans vos chiffres? Est-ce qu'il y a une corrélation? On n'a pas vu de corrélation évidente sur le fait que les transformations en cours aient pu, en tout cas sur les chiffres qu'on constate, engendrer de manière mécanique une augmentation des niveaux d'absence. On sait que les périodes de transformation, d'incertitude, engendrent du stress ou une charge qui fait que ça peut générer des absences. On n'a pas constaté de manière mécanique ceci. Je veux bien rebondir sur cette partie. C'est-à-dire que, du coup, sur ma collectivité ou de façon plus générale au sein de l'association, quand on a un projet de réorganisation assez conséquent, on met un certain nombre, mais j'y reviendrai tout à l'heure, d'indicateurs en place. Ça, c'est une chose. Mais de suivi particulier, parce qu'on sait que tout changement d'organisation génère de toute façon de l'anxiété, du stress ou de l'inquiétude, qui va mettre un certain temps à s'arrêter. Si le projet met un an, pendant un an, il y a forcément des phases d'incertitude, je l'ai dit, et qui ne sont pas stabilisées quasiment avant la fin du projet. La question est où je serai demain, quels locaux, quelle sera ma fiche de poste, quel sera mon chef, autant de questions qui se posent tout au long d'une organisation et qui trouvent réponse quasiment qu'à la fin. Donc effectivement, aujourd'hui, beaucoup de collectivités mettent quelqu'un sur ma collectivité, immédiatement des dispositifs de suivi plus particuliers, à la fois que les médecins, les assistantes sociales, pour tout mettre les périmètres, pour essayer d'être le plus pédagogique. C'est le rôle du manager. Il n'est pas le seul, je viendrai tout à l'heure, c'est que le manager, c'est une chose, mais il y a tous les encadrants autour, de façon plus générale, et que si on fait un changement d'organisation, il faut que les médecins préventifs puissent également être informés du projet et accueillir, voire faire remonter un certain nombre d'informations. Et on y viendra aussi sur l'individuel et le collectif. Il peut y avoir des malaises purement individuels où je serai demain, quel sera mon chef, mais aussi quel sens va donner ce sens lié au projet. Est-ce que je vais m'y retrouver ou pas? Donc là, il y a le côté collectif, et ce n'est pas que le manager, c'est la direction générale. Ça va être évidemment les élus qui ont, pour une partie, choisi l'organisation. Si on mutualise des services, par exemple, ou on fusionne des directions, ça peut être le cas. Donc c'est vraiment ce côté pédagogique et collégial. Bien, quelle belle introduction à votre présentation. Bien, vous avez choisi en fait de vous poser des questions et d'y répondre, ce qui est une bonne solution. Donc, je vous propose qu'on égrène ces questions et leurs réponses. Et la première étant, comment un manager agit-il réellement sur son activité en tenant compte de l'absentéisme de son service ou de sa direction? C'est une question qu'on ne se pose pas forcément toujours, de nombre d'heures réellement travaillées. On dit j'ai tant de TP, j'ai tant de temps partiel, j'ai tant d'agents à travailler, mais en fait, quand on regarde précisément, il y a peu de managers ou de services qui se disent combien d'heures travaillées j'ai par semaine ou par mois. Et là, évidemment, l'absentéisme de façon générale joue. On a beaucoup parlé de l'absentéisme lié à la maladie ordinaire, lié aux raisons médicales, mais il y a aussi évidemment l'absentéisme, toutes les autorisations d'absence. Pour garde d'enfants malades, pour décès, pour maternité. Il y a aussi tous les congés. Donc là, on est effectivement assez inégal en France entre le nombre de jours, qui peut varier de 25 jours pour les 5 semaines réglementaires jusqu'à des fois certaines collectivités à 36 jours. Il y a des forfaits également, des récupérations. Tout ça fait que l'absentéisme, il n'est pas forcément de 9,2 comme on voyait sur la première slide, mais plus proche dans certaines directions de 17 à 18%. Alors ça fait réagir beaucoup de personnes, le chiffre paraît énorme, mais non, quand on regarde, si on calcule les vacances, les formations, tous ces dispositifs, est-ce que c'est mauvais, du coup, l'absentéisme? Certainement pas. Mais en tout cas, c'est comment, chaque mois, ou au moins tous les trimestres, on a ce rendu, ce qui permet effectivement d'ajuster en permanence son cahier des charges. C'est bien là que le manager est attendu.
en fonction de sa capacité d'avoir des heures, capacité à mobiliser, il ne peut pas faire la même chose. S'il a un taux d'absentéisme qui d'un seul coup, maladie ordinaire, double sur 6 mois, il ne pourra pas avoir le même rendu. Sinon, les derniers qui sont encore en poste risquent eux aussi un jour de subir les conséquences de cette suractivité. Et donc, et ça c'est un débat permanent et qui est normalement fait par le manager qui doit recenser ces écarts entre ce dont il a besoin et ce dont il a réellement, ce qu'il voit sur le terrain. Et ça, c'est en permanence un dialogue avec les RH. Ça peut être compensé par des agents temporaires, des non-titulaires non permanents, ça peut être des contractuels, ça peut être des renforts. Et c'est aussi de revoir, ce qui n'est pas toujours facile, de revoir les priorités dans la collectivité. Le dossier ne sera pas rendu en mars, mais il sera rendu en mai, parce que j'ai tant d'absences, tout confondu. Il y a une question à laquelle vous allez répondre, je pense, à la suite de votre intervention, mais qui est vraiment sur les outils dont on dispose de management de la QVT. Alors, en fonction des collectivités, il va y avoir effectivement, soit tous les mois ou tous les trimestres ou jamais, des tableaux de bord, service par service, secteur par secteur, du nombre d'agents présents. On peut tout le prendre comme ça. Et de dire, effectivement, je le fais par exemple sur mon département ressources humaines, où avec les équipes, une fois par trimestre, on regarde les heures réellement travaillées. Et ça explique aussi des fois des tensions. Parce qu'il y a des secteurs qu'on n'a pas forcément identifiés, on subit au coup par coup les arrêts qui peuvent être des fois d'une journée, on l'a dit tout à l'heure, M. Souchon l'a dit, c'est vrai que des fois c'est des arrêts très courts, mais quand ils se cumulent, on n'a pas forcément cette vision. Donc on a tous un peu le nez dans le guidon, donc on n'a pas cette capacité de recul chaque jour, il faut la prendre au bout d'un mois ou 3 mois, et du coup il faut forcément revenir par les équipes, et là on est sur la compréhension des motifs, et il y en a des fois, parce que le taux à la question d'un internaute qui était de dire quel est un bon taux ou pas, j'en sais rien. Déjà, entre une direction de l'éducation, des déchets ou une direction de projet, j'ai de toute façon, de fait, des taux d'absentéisme qui vont être différents. Des métiers de la petite enfance ont des maladies ordinaires un peu plus importantes, du fait tout simplement de la grippe, de la gastro, c'est normal. Après, ce qui est important, c'est de comparer avec d'autres directions similaires, d'autres collectivités. Je suis à l'éducation, aux déchets, mes homologues, à peu près, sont en commun. Je suis au-dessus, regardons un peu plus précisément, mais déjà, il n'y a pas de responsabilité pour moi du manager. La responsabilité vient si on n'agit pas et si on n'identifie pas les motifs d'absence. Si on subit juste l'absentéisme, alors ils sont toujours absents, mais le manager n'est pas dans son rôle. Si le manager est dans son rôle, il cherche à comprendre pourquoi. Et il y a plein d'outils qu'on va mettre après sous forme de questions, mais qui sont à développer, bien évidemment. Mais la première, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a des fois de volatilité dans l'absentéisme, si c'est conjoncturel ou structurel. Ce qui pose la question de votre slide suivant. Je vais donner la parole à Pierre entre-temps parce que vous y réagir. Cette approche est vraiment intéressante de dire, en fait, la question de l'absence au travail, c'est une question qui dépasse le seul champ de la santé. Et pour aller regarder le temps dont le manager dispose pour accomplir ses missions, ça permet certainement de déporter, je fais une hypothèse, mais de déporter le dialogue ou d'enrichir le dialogue et ou de faire cette question des absences un enjeu de dialogue managérial avec les équipes. En le transportant sur un point, là pour le coup je fais référence aux enquêtes qu'on réalise, qui est systématiquement un point extrêmement fort, un point ressource très fort dans toutes les enquêtes qu'on réalise, c'est l'engagement des agents, le sens de l'utilité qu'ils expriment et la fierté d'accomplir leur travail. C'est vrai que regarder sur la capacité d'intervention dont on dispose pour faire la mission, c'est peut-être le moyen de déporter le dialogue et d'emmener tout le monde sur un enjeu qui est peut-être beaucoup plus noble, beaucoup plus porteur que la seule question des absences. C'est rendre positif quelque chose qui paraît négatif, c'est-à-dire qu'effectivement on subit si on parle d'absentéisme, alors que si on regarde l'activité qui reste, qu'on la régule en termes de priorité, si on la régule en termes d'action, là sur la slide qui est présentée, on dit sur le cas des RPS, les RPS sont bien là pour à la fois avoir des indicateurs, le turnover interne, le turnover externe, la maladie ordinaire, ça évidemment, le nombre de visites chez le médecin préventif, par exemple, ça fait partie aussi des indicateurs qu'on doit avoir. Il n'y a pas forcément des agents qui sont en difficulté ou en mal-être, qui sont forcément absents. Ce serait se tromper. Donc, c'est-à-dire, c'est comment on identifie au début un certain nombre de faisceaux, ce qu'on appelle des capteurs faibles, un peu techniques, mais disant, si les agents d'un service vont 3 fois plus de faire une demande chez le médecin préventif qu'un autre service, c'est que peut-être qu'il y a des choses à réagir avant d'arriver à la phase qui est de constater que les personnes sont en arrêt. Et ça, c'est vrai que ce travail-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut responsabiliser dans le sens prendre possession ou prendre
part en tant que manager à la question, mais certainement pas dire c'est de la faute de. Sinon, on arrive à des classements. Responsabiliser, pas culpabiliser. Voilà, sinon on ne fait que rendre encore plus négatif une situation, alors que la direction générale a tout à fait, par exemple, étant en cause d'une partie, en ne priorisant pas, en n'acceptant pas de décaler un certain nombre de projets, en maintenant une pression, ou par exemple, tout simplement la RH, je veux le dire aussi comme ça, par exemple pour des raisons budgétaires, ce qui est tout à fait chacun. Ses motivations pour ne pas faire ou faire. Et si pour des raisons budgétaires, on ne peut pas remplacer, bah, effectivement, il faut que ça soit un ensemble. Et là, c'est bien une discussion, le manager, la RH et la direction générale, voire les élus. Parce que si les élus, on en parle peu sur l'absentéisme, mais si on modifie aucune des actions, on va arriver pour certaines collectivités en fin de mandat. Je ne suis pas sûr que la machine puisse ralentir pour finir tous les programmes, toutes les actions. J'espère que beaucoup de collectivités ont fait 95% de leurs actions, mais celles qui en ont fait que 70 et qui se disent il me reste plus que 18 mois, et ben effectivement, ça va être source potentiellement de difficultés, de tensions, et voire du coup. Ce que vous dites là, c'est au-delà de ce qui est inscrit dans le slide que nous pouvons voir ensemble. C'est-à-dire, c'est au-delà de partager le diagnostic en réunion. C'est en tirer des décisions et des conséquences de manière à ce qu'il y ait un dialogue à l'intérieur des équipes de managers sur ce sujet, que ce ne soit pas quelque chose d'éviter et de partager. C'est des tracteurs. De dire, voilà, je sens que je vais être en difficulté parce que je réorganise, on disait tout à l'heure. Je sens parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire dans les 18 mois, alors que le manager connaît sa charge d'activité et pour ses agents. Donc, s'il voit que ce qu'on va lui demander dans les 12 mois à venir est 2 fois supérieur à ce qu'il sait faire, il voit bien qu'il y aura une difficulté. S'il n'est pas entendu, s'il n'est pas écouté, de toute façon, on ira effectivement potentiellement vers du burn-out ou autre, on en parle beaucoup, alors sans aller jusque-là, simplement que le fait de la pression psychologique est tout aussi forte que la pression physique. Et quand on parle RPS, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de cadres ou managers sont sous pression perpétuelle en devant faire sur la dialogie entre les moyens et la commande politique, sans revisiter la commande politique. On parle souvent que des moyens et on dit bah, tu vas faire, tu te débrouilleras. Et ça, effectivement, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret. Bien sûr. S'il faut 100 heures pour faire quelque chose, on ne le fait pas en 25. Ce que vous dites a amené une question qui a d'ailleurs été un des sujets d'un de vos précédents congrès, c'est que ça pose très clairement la place des RH à l'intérieur de la stratégie et de l'organisation. C'est-à-dire que comment partager ce diagnostic en réunion de direction ou de DG, ça veut dire qu'il est évident que l'ADRH doit avoir une place de choix dans cette direction. En tout cas, une place de choix, mais en tout cas, le terme n'est peut-être pas très heureux. C'est-à-dire qu'effectivement, tout dépend de la liberté que va avoir la RH d'action. En clair, si on constate quel poids va avoir la RH pour faire peser dans la décision de prioriser différemment un certain nombre d'actions publiques. Ça va être effectivement quelle délégation va avoir la ressource humaine en termes de moyens également. C'est-à-dire que si effectivement on dit non, c'est forcément le directeur général avec le maire qui choisit de reventiler pendant l'exécutif telle action, et sans moyens, bah, le DRH il va être un petit peu seul au milieu de rien, et dans ce cas-là, bah, il faut mieux qu'il aille voir ailleurs ce qui se passe, parce que s'il n'a aucune marge d'action, ça va être compliqué. Et c'est vrai que les RH, par définition, on n'est pas des RH pour être aimé, même si tout le monde nous aime dans l'absolu, on est des RH, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut qu'on ait des vrais leviers, et ça se discute, non pas dans la période de crise, mais aussi avant. Donc ça veut dire que beaucoup ont aussi des méthodes d'accompagnement au changement, il y a des règles qui ont été formalisées, réfléchies, et ça se fait à froid. Ou alors s'il y a crise, on gère la crise, on sait très bien gérer les crises, et après on en tire les conséquences. J'ai un service 50% d'absentisme ou de turnover, comment on fait pour pas que ça se représente ailleurs? Si on n'a pas cette analyse dans le cas des RPS, on n'avancera pas, on ne fera que subir la crise. Et ça, on sait bien gérer par contre les crises. Parce que quand il y a crise, on est obligé d'agir, et nos collectivités agissent très bien. D'où la question de la réactivité que vous évoquiez. Ben, la réactivité, là, du coup, ça reprend. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais effectivement, il y a quelques indicateurs comme la maladie ordinaire qui sont très volatiles. C'est-à-dire que si vous avez 3 ou 4 points maladie ordinaire qui augmentent, c'est clairement un indicateur de vigilance. Ce qui ne veut pas dire que c'est de la grippe, hein. Mais si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que progressivement les taux augmentent, on pourra passer la barre des 10, voire des 12, mais des secteurs qui peuvent atteindre des 15 ou 16% de maladie ordinaire. C'est clair, quand on est rendu à ces niveaux-là, il y a une crise. Voilà. Donc il faut agir.
Et je disais pour les capteurs faibles, ça veut dire aussi qu'il faut les anticiper pour plein d'autres choses, les réorgs ou les changements structurels. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot capteur faible? Ben, ça va être, par exemple, effectivement, on va avoir les visites du médecin préventif, par exemple. Voilà. On a plus d'agents que la moyenne qui se demandent dans ce secteur-là d'avoir des visites médicales ou qui vont plus souvent. Je vais changer un peu sur le service social du personnel, par exemple. Tous les agents qui vont par exemple en difficulté de façon privée en termes de ressources. On a aussi un certain nombre de nos agents qui, on le sait, ont des difficultés évidemment comme tous les citoyens. Certains peuvent même malheureusement dormir dans leur voiture, etc. Donc ça, ce n'est pas des indicateurs qu'on a facilement. Donc les capteurs faibles, ce n'est pas le thème de la faiblesse, mais c'est bien de voir tous ces petits relais, ces indices. Vous parlez des cadres de proximité. Il est évident que les cadres de proximité, s'ils ne fonctionnent pas en termes de relais, en détecteur sur le terrain et que la direction générale ou les RH n'ont pas les infos, on découvre que trop tardivement. D'où effectivement le fait de dire, comme c'est indiqué, qu'il faut des actions correctives immédiates. C'est-à-dire que si on ne le fait pas rapidement, la situation s'enquise et du coup on a la crise. Donc si on n'a pas ces petits signes en disant attention, là il y a quand même des difficultés, on a tel et tel point, telle visite, on est beaucoup sollicité, le N+1, on lui demande plein d'entretiens. Ou alors il y a aussi des agents qui disent j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, tout ça c'est tout simplement autant de choses qu'on entend qu'on n'entend pas. Alors, de toute façon, lui, il se plaint tout le temps, il n'est jamais content. Voilà, on peut se dire ça ou se dire, tiens, peut-être que. J'avais échangé avec un DRH qui nous disait que lui, il regardait les services dans lesquels les agents n'arrivent pas par eux-mêmes à se mettre d'accord sur les congés, les dates de congés. Lorsque l'équipe ne régule pas en elle-même qui prend ses congés quand, c'est que la régulation ne se fait pas. Et donc, c'est les premiers signes d'une tension ou de problématique d'équipe. Et que là, il faut avoir effectivement l'œil exercé ou l'œil exercé pour identifier ces signaux. Tiens, là, je vais regarder, je vais jeter un œil parce que c'est qu'il y a voilà, un management d'équipe, un fonctionnement d'équipe spontané qui ne marche pas, qui commence à défaillir. Et c'est vrai que ça, quand si le manager a la tête sous l'eau, et il ne va pas pouvoir les détecter lui-même. Si déjà lui est en difficulté, donc ça veut dire qu'il va bien falloir au tout début accompagner tous les managers, les outiller, parce que s'il n'en peut plus et qu'il est déjà comme ses agents, et puis aussi favoriser de l'absence. Parce qu'en fait, on peut aussi dire à des collaboratrices ou à des collaborateurs, et il existe aussi des temps partiels, il existe un certain nombre d'aménagements de temps. L'absence organisée. L'absence organisée, parce qu'il peut y avoir effectivement, il vaut mieux des fois être absent, ou même mettre en maladie ordinaire, hein, dire va voir ton médecin, mets-toi en arrêt, plutôt que de venir quand tu es exténué ou tu es malade. Le but, c'est pas de contaminer tout le monde, ça c'est une première chose évidemment, mais c'est aussi, il y a des moments où il vaut mieux s'arrêter quelques jours. Que vous l'avez dit tout à l'heure, s'arrêter longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a tout ce travail aussi de dire l'absence a aussi du bon, elle est aussi nécessaire. Il y a plein de raisons, il y a la vie de l'employeur, mais aussi la vie privée. Et c'est comme un manager, il entend qu'à un moment donné, on a une difficulté vie privée et qu'on adapte aussi. Et ça veut dire qu'on favorise l'absence, mais qui est nécessaire tout simplement pour pas que la personne soit obligée d'avoir un arrêt long parce qu'elle n'a pas d'autre solution, parce qu'on n'a pas su l'entendre, on n'a pas su engager un certain nombre de points. Et ça, c'est vraiment la RH. C'est-à-dire que si on n'est pas innovant sur ces aménagements, ça peut être du télétravail, ça peut être plein d'autres formules, hein, mais c'est vrai que si on n'est pas proactif en proposant, effectivement, on va revenir, je l'ai dit plusieurs fois, mais on va subir ces arrêts, et du coup, ça devient négatif, alors qu'on peut les rendre positifs. Et l'absence des managers, non? L'absence des managers, c'est le plus gravissime, j'allais dire. Ouais. C'est soit effectivement, il n'y a que le manager qui est absent. Parce qu'elle existe, évidemment. Ça peut effectivement être conjoncturel. Si par contre c'est toute l'équipe et en plus il y a le manager, là ça veut dire qu'effectivement on est vraiment dans la difficulté majeure. Et en tout cas, je l'ai dit, il faut que le manager ne soit pas la tête sous l'eau, qu'il soit vraiment accompagné et entendu. Ce qui n'est pas aussi simple et qu'on ne lui dise pas tu te débrouilles. Ça a déjà eu 2 postes l'année dernière. Oui, mais ils ne sont pas là. Oui, mais enfin, tu les as, tes postes. Donc, tu t'es battu, moi, je me suis battu. Et puis maintenant, va dans ton atelier ou autre. Et là, c'est effectivement un point. Et si évidemment, si les cadres de proximité sont absents au manager, là, la limite, l'indicateur de rouge, il est plus couvert. Là, c'est l'ensemble. Et là, on est sur du structurel. On est plus sur un petit sujet conjoncturel de réorganisation. On a vraiment une collectivité qui a des dysfonctionnements, je pense, relativement majeurs. Vous parlez de groupes de suivi interservices, d'accompagnement à la reprise, qui sont des outils parmi. Quand on reprend, il faut savoir pourquoi on reprend, dans quelles conditions on reprend.
Une absence, on la gère, on remplace peut-être, mais quand on est absent 15 jours, c'est pas tout à fait pareil que 3 mois. Donc il y a la réglementation, évidemment. Quand on a passé un certain nombre de mois, on a une visite médicale obligatoire, mais ça, c'est la réglementation, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire comment on accueille son N-1, son N-2 en disant, tu as été absent, vous avez été absent pendant 3 mois. Comment vous envisagez votre reprise? Voilà. Et s'il n'y en a pas ce temps-là d'échange nécessaire à la reprise, on peut réenclencher sur une autre période d'absence. On n'a pas d'échec des reprises. Voilà. On n'a pas traité la question. Et ça peut passer par une mobilité, ça peut passer par un coaching, ça peut passer par des entretiens avec des professionnels de la santé aussi, et ça peut être simplement des entretiens peut-être, et sans doute, très réguliers avec le manager, peut-être tous les 2 jours, peut-être toutes les semaines, pour dire en fait comment ça se passe, ton activité, comment les collègues t'ont... Parce que c'est pas simple. D'être absent 3 mois, quand vos collègues ont fait votre boulot, sans que vous soyez remplacé. Tout le monde n'est pas super heureux et super accueillant ni empathique quand vous revenez. Donc c'est bien le manager qui doit vérifier que la personne qui revient ne soit pas rejetée. Je le dis volontairement des termes qui peuvent être violents, mais ça peut arriver. Et ça, c'est bien le rôle du manager. Il y a une question qui est tout à fait dans ce que vous dites. Je la formule, n'y a-t-il pas mécaniquement une charge de travail qui se répercute sur ceux qui sont présents, avec le risque, eux, à leur tour, de soit les futurs absents? C'est une évidence. C'est-à-dire que si on remplace, même si on remplace jamais à l'identique, parce qu'il n'y a pas l'expertise, il y a plein de choses. Donc évidemment, il faut être vigilant au reste de l'équipe. Sinon, autrement, effectivement, si on est 1, si on est 2, et après, c'est 50% de l'effectif, et on ne sait plus. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Le manager, il a vraiment été mauvais. Non, c'est juste à un moment donné, effectivement, oui, ce que je disais, c'est quand on revient. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la reprise, parce que l'équipe a pu subir, comme la personne qui est absente. Quelqu'un qui est absent n'est pas heureux non plus d'être absent. Pour la très grande majorité, c'est pas signe de bonne santé quand on est en arrêt maladie. Voilà. Ça peut être un évitement, mais en tout cas, c'est se rappeler ça. Et 2, pour l'autre équipe qui reste, c'est pas aussi simple. Et le retour n'est pas une chose naturelle. Bien, puis ensuite on continuera le dérouler parce que le temps passe malheureusement à une vitesse. Avec vous dit tout à l'heure, c'est vrai que la question fondamentale, que devient le travail lorsque la personne est absente et qui supporte l'activité lorsqu'elle est absente, ça peut être, là c'est une expérience qu'on avait menée en collectivité sur des personnels d'école. C'était devenu un sujet managérial de dire dans l'école, sur les personnels qui restent, à partir d'un certain niveau d'absence, à fois, on discute de quelles sont les tâches auxquelles on renonce. Et en travaillant collectivement sur le sort du travail, avec la fierté du métier, en disant de toute façon, on est -1, -2, -3, quelles sont les tâches qu'on dépriorise et on dit collectivement, on renonce à cette tâche parce que le mythe de on fera tout à moins, en fait, ça ne fonctionne pas durablement. Il vaut mieux en parler avant, et puis comme ça, c'est quelque chose qui est concerté, qui est compris, et plutôt que de devoir s'épuiser pour ceux qui restent. Il faut avoir des élus aussi qui comprennent ce genre de choses. Alors, on parlait tout à l'heure de coût. Question que vous posez, est-ce seulement un problème de remplacement ou de coût, l'absentéisme? C'est de tout. C'est-à-dire que c'est un problème de coût. C'est-à-dire qu'évidemment, l'absentéisme représente un coût pour la collectivité. Évidemment, si en remplacement, on pourrait dire qu'il n'y a pas de coût, mais c'est jamais vrai. Ça veut dire que c'est l'activité qui n'est pas faite. Si on n'est pas là, c'est de la palissade, mais on ne fait pas son activité. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une activité qui n'est pas faite. C'est un problème de remplacement, évidemment, parce qu'on ne remplace pas tous les experts, tous les métiers aussi facilement. Il y a pour remplacer des éducatrices de jeunes enfants, pour remplacer des médecins, pour remplacer des agents chauffeurs, livreurs, c'est pas aussi facile que ça. Donc il y a un coût aussi engendré sur cette partie-là, qui est en termes de recrutement, en termes de recherche. Il y a aussi un problème de précarité, de fait, puisqu'ils se remplacent systématiquement, ce qui est le cas des fois dans certaines directions. On peut se retrouver avec des volants très importants. Sur Nantes et Nantes Métropole, vous présentiez 7600 agents permanents, et c'est aussi 2000 agents non titulaires non permanents pour effectuer quotidiennement les remplacements et systématiquement, là du coup, sur l'éducation et sur les directions comme les sports ou les déchets. Donc ça veut dire comment on gère aussi ça, donc c'est aussi des coûts de traitement très conséquents. C'est comment on gère la précarité, comment on a des contrats qui durent, comment on recrute. Et donc le coût de l'absentisme, il est effectivement le coût de l'absence, de la non-activité, mais aussi le coût de la gestion humaine, même si on décide de remplacer. Je l'ai dit aussi, donc c'est un problème de qualité de suivi de l'activité, parce que c'est vrai qu'on ne remplace pas un titulaire qui est là depuis 10 ans par un agent qui arrive, qui découvre. Il y a forcément une phase d'apprentissage et donc une perdition de la qualité. L'usager, quand on l'accueille, ça s'apprend. C'est aussi plein d'erreurs, plein d'échecs qui font qu'à un moment donné, on est devant une situation plus aguerrie.
Ben, le nouveau, il arrive, la nouvelle, et ben, il y a une perte de qualité, il faut aussi l'accepter. Et puis, c'est un problème de délai de réalisation de projet, on l'a dit, il faut que les élus acceptent, que la DG accepte de dire, bon, on ne fera pas aussi vite, aussi loin, puisqu'on a moins. Alors, on va vous poser une question qui peut peut-être vous surprendre, mais elle n'est pas là par hasard, parce que c'est un sujet qu'on abordera à la fin de l'intervention de Patrick Corrier. Pour vous, la rentabilité dans le service public est-elle un mot tabou? Vous répondez par oui ou par non. Et je vous propose qu'on passe au slide suivant sur la question que vous posez, faut-il licencier plus vite les absents? Alors, c'est une question qui est un peu provocatrice, oui, mais qui est effectivement un sujet tabou dans les collectivités, puisque le licenciement d'agents titulaires est souvent une question qui est peu traitée, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le président de ou la présidente de l'exécutif qui devra, au final, signer la lettre de licenciement pour invalidité. Donc la question, elle est, comme les autres sur l'activité, c'est demander d'abord si les élus sont prêts à avoir, dans certaines situations, qui restent modérées en nombre, mais d'aller jusqu'à l'acte final de l'arrêté de radiation ou d'invalidité. Une fois qu'on a ça, après on y travaille, puisque partir en invalidité, étant pré-retraite ou en retraite, pardon, pour raison de santé, n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'agent. La difficulté qu'on a aujourd'hui quand même, par rapport à notre régime de retraite, sans faire le débat, et c'est pas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tant que le régime indemnitaire, l'ensemble des primes n'est pas pris en considération, on a beaucoup d'agents qui, lorsqu'ils sont mis en retraite pour invalidité ou même en retraite tout court, ont des niveaux de pension très faibles. Et ça, c'est un vrai blocage. Tant que vous êtes en activité, vous avez une prime de service public, vous avez des tickets restaurants, vous avez des avantages hauts, de la prévoyance, la mutuelle. Le jour où vous quittez votre fonction, vous perdez tout ça. Et ça, c'est un vrai frein. Si on a effectivement un système qui est un peu plus équitable en termes de rémunération, ben on n'aura pas de blocage des agents parce que pour certains, ils n'ont plus la possibilité de reprendre une activité et donc le licenciement est nécessaire. Donc là, la question était, faut-il licencier les plus absents? C'est de façon générale, ceux qui ne sont plus aptes à pouvoir faire une activité dans la collectivité, comment on les accompagne sans que ce soit une sanction, parce que ce n'est pas le but d'être en sanction. Il y a deux observations, à la fois observations et questions, que vous avez d'une certaine manière abordées, mais que je formule. Dans une situation de transformation et de changement, ne faudrait-il pas commencer par partager l'information et faire adorer les personnels pour éviter que le changement ne soit pas incompris et provoquer la peur qui, à son tour, engendre de l'absentéisme? Je crois que d'une certaine manière, vous avez répondu, en tout cas évoqué ce sujet. Il y a une question qui ne m'étonne pas, difficile d'inciter les agents à s'arrêter du fait de l'instauration du jour de carence. Bon, une fois qu'on a éventuellement votre avis. Et une dernière question qui évoque ce que vous disiez sur les reprises. Les visites médicales de reprise après arrêt de travail sont-elles en général respectées? Normalement, je vais répondre à la dernière question, oui. Oui. C'est-à-dire que là, si en fonction des délais d'arrêt 3 mois, par exemple, on ne passe pas une visite médicale par le médecin préventif, on n'a pas de possibilité normalement de réintégrer la personne sans cet acte, sans l'avis d'aptitude tout simplement. Puisque par définition, c'est d'être en arrêt, on est inapte temporaire. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on acte le fait. Donc si c'est une durée courte, c'est maladie ordinaire, c'est une semaine, il n'y a pas de question. Au bout de 3 mois, il y a des règles. Donc un DRH ou un directeur général ne peut pas accepter la reprise, sinon ça serait une erreur grossière pour le faire. Le jour de carence est un débat dans tout le temps qui nous met, je ne vais pas répondre là-dessus. On verra, on quantifiera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le bénéfice ou le non-bénéfice de cette mesure. On est plus quand on est RH sur la question du licenciement, on l'a dit, la question de la reconversion et de l'accompagnement à la reprise. On est plutôt là-dedans que le jour de carence est peut-être une sanction, vous diminuera peut-être, mais là on est vraiment du coup sur l'absence elle-même, mais qui peut être négative. Est-ce qu'il vaut mieux des fois s'arrêter une journée ou deux quand on a la grippe près d'enfants, ou carrément venir travailler auprès? Ça c'est une vraie question. Moi ça m'est arrivé d'obliger des agents à aller voir le médecin pour s'arrêter. Excusez la bonne absence entre guillemets, parce que c'est une réalité. Et si la raison économique prime sur la santé, je ne suis pas sûr que sur une carrière à 30 ans, on soit tout à fait bénéfique, et ça soit bénéfique en termes de finances. Alors, les arrêts sont plus longs. Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter votre dernière partie, parce que le temps passe très très vite. Je vous donne avant les résultats du sondage sur la question du gros mot, si je puis dire, du mot tabou. Hein, rentabilité est-il un mot tabou, etc. Pour 46% des internautes, oui. Pour 54%, non.
qui me permet de vous proposer de répondre à la question: l'absentéisme est-il plus grave que le manque de productivité? Alors, c'est une question, du coup, je suis assez agréablement surpris que ça ne soit pas un sujet tabou sur la rentabilité, mais effectivement, sur la question de l'absentéisme, c'est une chose, c'est vrai, on constate l'absence physique à un moment donné. Donc, je l'ai dit, il y en a qui sont positifs, comme les jours de formation, c'est aussi de l'absence, c'est aussi l'autorisation d'absence. Et la question, effectivement, de la rentabilité est un sujet, avec la productivité, qui est éminemment importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes ces équipes être moins productives que l'autre. Quand on a de la solidarité liée à l'absence, je le dis volontairement, parce qu'il y a des motifs où on se dit, madame, monsieur, tel collègue est absent, parce qu'il a un souci familial, il a un souci de santé, et donc la solidarité aussi peut augmenter la productivité. C'est-à-dire que ça peut être aussi très favorable pour la gestion d'une équipe. Mais sauf qu'il faut l'expliquer. Ça m'arrive aussi très souvent de recevoir des managers qui disent: je n'ose pas dire que j'ai telle chose. Moi, je dis: je ne peux pas vous répondre à votre place, sauf que si c'était moi, je le dirais à l'équipe, sans donner le motif de l'absence, sans donner les raisons. Ça, c'est chacun, et c'est son secret. Et de dire: j'ai une difficulté, à la fois privée ou de maladie, ou une difficulté dans mon travail, doit être abordé avec l'ensemble de l'équipe. Sinon, il peut y avoir un système de rejet et non de solidarité, d'accompagnement. Je crois plus aux effets bénéfiques, moi, l'esprit d'équipe, si on peut dire, d'accompagner quelqu'un qui est en difficulté. C'est plus ce que je constate dans les équipes, dans les collectivités, que de rejet de quelqu'un qui est, voilà, bien évidemment, il y a des exceptions, il y a des fumistes, il y a tous ceux qui ne le font pas, mais il ne faut pas généraliser, c'est certainement pas 98% de ceux qui sont absents. Pierre, une intervention. Oui, c'est exactement ce que disait Patrick. Il y a l'opposition binaire présent-absent, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on peut être présent et effectivement présent et engagé au travail, on peut être absent et effectivement absent. On peut être absent, mais avec les formes de télétravail, d'organisation, on peut malgré tout être chez soi pour les contraintes qu'on évoquait et contribuer à l'activité. On peut aussi être présent et de fait être désengagé et pas être actif au travail. Donc, la dualité absent-présent, elle est essentielle, on voit depuis le début, on ne va pas dire le contraire, mais il faut savoir la dépasser. Elle est au-delà. Alors, je vous propose pour terminer de répondre à quelques-unes des nombreuses questions qu'on peut avoir. Une qui est plutôt technique, que vous avez évoquée d'une certaine manière. Quid des aménagements de poste pour favoriser le maintien dans l'emploi et diminuer l'absentéisme? C'est une des meilleures réponses, très certainement. Le maintien dans la question. Voilà, mais même la question induit, enfin, je vais les prendre positivement, évidemment, c'est plus on maintient dans l'emploi, plus on maintient dans le poste. C'est la meilleure des réponses. C'est-à-dire que trouver des solutions en reconversion, des nouveaux métiers, des nouveaux services, c'est quand même une complexité forte et ça prend du temps. Donc c'est vrai que les aménagements de poste, évidemment. On peut aussi avoir avec les conventions FIPH, donc les fonds d'accompagnement, pour avoir des auxiliaires de vie. On peut aussi se dire, j'ai 20% de mon activité que je ne peux plus faire, physique souvent, du coup on met une auxiliaire de vie. Dans la collectivité où je suis, il y a à peu près 80 auxiliaires de vie qui accompagnent. Donc ça, c'est des réponses évidentes pour le faire. Et là, ça se travaille au moment de la reprise en disant comment tu le reprends, qu'est-ce qu'il te faut pour ne pas que ça recommence. Et puis deux questions que je vais peut-être regrouper en une seule. Une qui dit l'absence de sensibilité à ces questions, de qualité de vie au travail en général, n'est-elle pas le résultat du mode de promotion à l'intérieur de la FPT et de la fonction publique en général? C'est-à-dire le fait que des personnes soient promues avec une simple logique, mais pas forcément leur qualité de management. Je suppose que c'est ça qui est derrière. Et l'autre, qui est un petit peu complémentaire aussi, n'y a-t-il pas un déficit de formation des managers en ce domaine? C'est plus facile d'être expert dans un domaine ou dans un métier que d'être expert en management. Ça, c'est, oui. Donc ça veut dire que déjà, je ne sais pas s'il y a une école ou une règle, c'est déjà l'expérience. C'est vrai qu'effectivement, il faut d'abord s'être heurté, il faut être sensibiliser. J'ai volontairement pris sensible parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi être à l'écoute tout simplement. Donc c'est vrai qu'évidemment, on est plus confort quand on est manager sur sa partie expert, on est recruté pour son corps de métier, on sait faire, on le fait bien. Sauf que on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut animer des équipes, il faut faire la promotion aussi des politiques publiques, il faut communiquer, donc tout ça, ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles on recrute, et là, c'est bien le recruteur. Et en particulier la politique RH, c'est pas aussi simple, parce qu'il n'y a pas que les RH qui décident, il y a la DG. L'arbitrage entre faut-il des experts ou des généralistes managers, c'est une vraie question au quotidien. Ma position, elle est claire, il faut des managers, des gens qui savent organiser, parce que ça, effectivement, c'est le plus dur à acquérir. L'expertise, qu'elle soit technique la plus large, ça, c'est facile à acquérir. Un débat à proposer pour une prochaine table ronde
de la conférence de la MNT. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette conférence. On va devoir y mettre terme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts, en l'occurrence du secteur public, et d'obtenir une réponse immédiate. Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité et j'allais dire la générosité de vos réponses. À très bientôt et merci à la MNT et à VK de nous avoir permis, et à l'association des DRH de nous avoir permis, et à Sofaxis de nous avoir permis de passer ce moment ensemble. Merci et bonne journée. Bonne journée.